Au Caire, ville phare de l'islam, mégalopole bruyante de 18 millions d'habitants, une histoire singulière a débuté voilà plus de 80 ans. Des religieux chrétiens, des dominicains, réputés à la manière des jésuites pour leur culture et leurs recherches intellectuelles, ont choisi de vivre là pour aller à la rencontre des musulmans et de l'islam. Depuis 80 ans, ils sont les témoins des soubresauts de l'histoire et des enjeux liés à l'islam. Comment lire les textes sacrés? Comment les interpréter? Aujourd'hui, c'est l'une des questions clés pour une religion, l'islam, aux prises avec la montée des fondamentalismes. Ici, au Caire, les dominicains ont bâti un couvent, créé un institut de recherche, l'IDEO, ouvert une bibliothèque spécialisée dans les sources de l'islam et le patrimoine arabo-musulman. Je crois que c'est un des lieux de rencontre, à la fois par le travail intellectuel, donc cette bibliothèque est un merveilleux endroit pour accueillir des chercheurs, quasi tous musulmans, et aussi l'amitié. Nous essayons de nouer avec les gens que nous rencontrons ici des relations, de rencontres humaines, d'amitié. Et j'aime dire que lorsqu'on est amis, on peut se permettre d'être en désaccord. À ce moment-là, on peut aborder des questions difficiles, en dehors de tout prosélytisme. Ceci est important parce que très souvent, le monde chrétien s'est présenté dans le monde musulman en missionnaire, en voulant apporter quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que nous ne devons pas apporter quelque chose, mais il nous a semblé que, vu les malentendus de l'histoire, vu les blessures du passé, les polémiques, les guerres, etc., il était important d'abord de faire du déminage, de commencer par écarter ce qui fâche un peu, et donc de créer les conditions. Dialogue, c'est beaucoup dire d'une rencontre culturelle, donc intellectuelle, et aussi d'amitié, de personnes. Et ceci, je dois dire, fonctionne bien. Eh bien voilà, nous sommes dans l'ancienne bibliothèque du couvent. Donc le couvent a été fondé dans les années 30, et le père Jossin, qui est le fondateur, avait eu cette idée magnifique, traditionnelle, mais importante pour nous, c'est de construire la vie des frères, donc qui est au premier étage, sur deux pôles. Le pôle spirituel, qui est l'église, qui est au bout du couloir, et puis ici, dans un même espace, le pôle de la bibliothèque. Voilà, donc la vie spirituelle et la vie intellectuelle, les deux pôles sur lesquels est fondée la vie des frères. Mais donc ici, il y avait des armoires qui, lorsque je suis arrivé, étaient bondées. Il y avait des livres partout, c'était plein. Il fallait déménager, ou soit on arrêtait, soit on construisait une nouvelle bibliothèque, un nouvel espace pour y entreposer les monographies, les collections, et puis surtout pour accueillir des nouveaux lecteurs, parce que les lecteurs qui venaient n'avaient plus de place. On avait 2 petites pièces dans le fond, mais c'était très très insuffisant. En 2002, c'est un tournant. La bibliothèque s'agrandit. Peu à peu, elle a acquis une grande notoriété auprès des chercheurs en Égypte et dans le monde entier. C'est désormais une référence, un lieu de recherche reconnu. À l'inauguration des nouveaux locaux, il y a là les plus hautes autorités religieuses de l'Égypte. Ahmed El-Tayeb, devenu depuis le grand imam d'Al-Azhar, et le pape Shenouda III, le chef spirituel des Coptes orthodoxes. Nous sommes arrivés de l'ancienne bibliothèque, donc à l'intérieur du couvent. On a traversé le sas et on arrive ici dans la salle de lecture de la nouvelle bibliothèque, dans laquelle nous pouvons accueillir vraiment 30 lecteurs. Les livres ne sont pas en accès direct, il faut les demander, on les apporte sur place, parce que tous les livres sont dans le sous-sol. Là, il y a 1600 mètres carrés de surface où il y a les monographies et les périodiques.
Je pense qu'il y a 140 000 volumes en tout et pour tout. Parce que, si vous voulez, en termes de bibliothéconomie, on a près de 90 000 titres. Mais en fait, avec le patrimoine arabo-musulman, on a très vite un nombre en volume énorme, puisqu'on a un titre, par exemple, extraordinaire, qui s'appelle L'histoire de Damas, qui fait 80 volumes. Et on en a 3 éditions. Donc, vous voyez, on a 3 titres, mais on a beaucoup plus que 3 volumes. Donc ici, c'est une bibliothèque de recherche, ce n'est pas une bibliothèque grand public. Donc les chercheurs qui viennent ici viennent surtout pour le patrimoine arabo-musulman, pour profiter des nombreuses éditions que nous avons, parce que nous n'avons pas simplement une édition d'un texte, nous avons aussi plusieurs éditions. On essaye en fait de tendre à l'exhaustivité dans ce domaine. Bon, on n'arrive jamais à l'exhaustivité, mais vraiment, on travaille à ça, à avoir le maximum de textes édités de tout l'héritage arabo-musulman, des 10 premiers siècles surtout. مكتبة دير الآباء الدومينيكان تعتبر من أحسن المكاتب في مصر، إن ما كانتش أحسنها أصلاً على الإطلاق، لأنها بتوفر لنا كل حاجة من الكتب والمصادر، خاصة المصادر التاريخي الإسلامي. بنلاقي المصدر على الأقل كامل على بعضه، يعني لو في مكتبات بره بنلاقي جزء من المصدر بس ما بيبقاش الكتاب كامل، وهنا ممكن ناخد المصدر كله كأجزاء على بعضها كأنه كتاب واحد. يعني مثلا لو المصدر 30 جزء ممكن يبقى كتاب على بعضه. في تفرقة واضحة جدا بين الرسالة الدينية بتاعة الدير وبين الخدمة بتاعة المكتبة. يعني هنا ما بنحسش بأي تفرقة أو أي معاملة خاصة للرهبان لينا بتاتا، شيء مفصول عن التاني خالص. يعني احنا بنجد سعادة جدا ان احنا نتعامل معاهم، ومش انا لوحدي، يعني ناس كتير من جامعات زي جامعة الازهر. يعني انا من جامعة القاهرة، لكن في ناس من جامعة الازهر بيجوا بيلاقوا خدمة من ناحية الارشيف، من ناحية المراجع، من ناحية الكتب ممتازة جدا. لكن الرهبان هنا ما بيتدخلوش في موضوع الدين. Antonin Jossin, le fondateur, un personnage et un destin hors du commun. Explorateur, archéologue, ethnographe. Il a d'abord vécu à Jérusalem, chercheur à l'école biblique et archéologique française. Cette prestigieuse institution, fondée au XIXe siècle par les dominicains, étudiait la Bible dans son contexte culturel et archéologique. Relire ainsi le texte sacré à la lumière de l'histoire fut un tournant pour le christianisme. Jossin, connaisseur des langues locales, a parcouru à dos de chameau la Palestine, la Transjordanie et même la péninsule arabique. Espion pendant la Première Guerre mondiale, il a croisé dans ses périples Laurence d'Arabie. C'est un savant, c'est un baroudeur, et en même temps c'est un homme passionné, il aime ses pays, il aime ses populations, d'où le titre que j'ai donné, ou le sous-titre que j'ai donné à sa biographie, Une passion pour l'Orient musulman, avec le jeu sur le mot passion. J'aime, et en même temps je souffre. Il y a les deux, on en bave quand on s'engage à fond comme ça, c'est pas du tourisme culturel. Et c'est peut-être ça qui fait la différence justement entre ces religieux qui sont en Orient et certaines fois quelques chercheurs qui finalement surfent d'un sujet à l'autre. Ici on vit, on reste, et quelquefois je dis dans une formule même presque on pourrit sur place. Mais on pourrit peut-être comme le grain justement, qui pour porter du fruit doit rester en terre, quoi. Il y a quelque chose de fort là-dedans. En 1927, Jossin est envoyé au Caire par ses supérieurs pour fonder le couvent.
Au départ, le projet est d'accueillir les étudiants de l'école biblique de Jérusalem pour une immersion au cœur de l'islam. Il y a un carnet qui est très précieux, qui est là quelque part, où justement Jossin a consigné ses visites. Donc le terrain est acheté en 27, en 29 il va chercher des sous. Alors il va à Paris, un petit peu partout, il voit plein de gens, il voit des comtesses, il voit des banquiers, il voit toutes sortes de gens, des hommes d'affaires. Et il est toujours bien reçu. Souvent, il n'y a pas grand-chose au bout, des promesses, mais ça ne coûte pas grand-chose de faire des promesses. Mais finalement, quand même, il arrive à attirer l'intérêt d'un certain nombre d'entreprises. Et il aura surtout des dons en nature, hein, du fer, du bois, des choses comme ça. Donc il y a presque la naissance, la jeunesse de la maison. Hein. Ça, c'est fascinant. Georges Anaouati, l'autre fondateur, l'un des grands pionniers au XXe siècle de la recherche sur l'islam. Il a donné au couvent sa véritable vocation intellectuelle, celle d'étudier l'islam. En 1953, il crée avec quelques autres dominicains l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales. Le père Anaouati est un alexandrin, né en 1905, dans une famille francophone, comme était la bourgeoisie de l'époque d'Alexandrie. Son père voulait qu'il soit pharmacien, et c'était les parents qui décidaient, et bon, il sera pharmacien. Et il finit par une spécialité à Lyon, et il entre dans l'ordre dominicain, plus très jeune déjà, et il fait des études de philosophie, de théologie comme tout le monde, mais très tôt, il se passionne aussi pour la question de l'islam. Et une des personnes qui va l'orienter le plus, c'est justement Louis Massignon, ce grand orientaliste français qui, un des premiers au XXe siècle, a compris que pour comprendre l'islam, il fallait arrêter de le disséquer, si j'ose dire, comme un objet mort. Et là encore, un peu comme Jossin, il faut retrouver le contact, l'empathie avec les sociétés. Hein. Et Anaouati se laisse guider par Massignon, fait des études en France, en Algérie, et il revient ici en 1944 pour démarrer ce qui va donc être plus tard l'Institut dominicain d'études orientales. Et il se met au travail très très vite, hein, et il s'attaque à une œuvre qui va être un livre de référence qu'il écrit avec Louis Gardet et qui s'intitule « Introduction à la théologie musulmane, essai de théologie comparée ». C'est la première fois que ce qu'on appelle le kalam, c'est-à-dire, pour faire vite, la théologie spéculative de l'islam, est expliqué à des occidentaux. Il est donc mort en 1994 et dès la fin des années 70, lui qui était estimé, aimé, en cours, si j'ose dire, y compris dans les milieux musulmans ici, a commencé à sortir un certain rejet. Et il y a eu un jour en particulier où il y avait une grande conférence prévue à El-Azhar et où son texte a été retiré de l'ordre du jour. Parce que son idée, c'était « nous adorons tous le même Dieu ». Et quelqu'un a dit « non, on ne peut pas dire ça, c'est pas vrai ». Et en fait, c'était le début de l'islam politique, fin des années 70. Et donc Anaouati a souffert un peu de ça. Et il a d'ailleurs fait une tribune dans le journal Le Monde, dans les années 80, titrée « À quand l'aggiornamento de l'islam ?» D'une certaine manière, il pose déjà la question, est-ce que l'islam ne devrait pas faire comme nous, chrétiens, l'avons fait, réaffronter la question de la modernité et de foi et raison à nouveau. Héritières des grands pionniers Jossin et Anaouati, les générations se succèdent à l'IDEO. Pour demain, la relève se prépare déjà, studieuse, passionnée. J'étais frère étudiant à Lille il y a quelques années, il y a quelque chose comme 3 ans, quand, dans une rencontre avec des supérieurs, alors que j'annonçais des projets d'études un peu différents, on m'a dit en fait, on pense à toi pour le couvent du Caire.
Et j'étais un peu surpris, un peu déstabilisé même. J'ai pris le temps d'y réfléchir, me dire, au fond, est-ce que je crois à l'utilité de ce projet ? Oui. Est-ce que je crois vraiment qu'on a besoin aujourd'hui que dans l'Église, il y ait des gens qui comprennent quelque chose à l'islam, qui essaient de comprendre quelque chose à l'islam ? Oui. Est-ce que moi je peux le faire ? Je peux essayer. Est-ce que je peux y être heureux ? Sans doute. Alors bon, allons-y. Alors... Conduire dans le Caire, c'est un petit peu jouer à un jeu vidéo, sauf qu'on n'a qu'une seule vie. On ne peut pas trop se planter. Quand on est joueur, c'est très agréable. Ensuite, on apprend en conduisant et en n'ayant pas peur. La première fois que j'ai pris le volant, je ne faisais pas le malin. J'étais parti un vendredi matin. C'est le jour le plus calme, il n'y avait pas grand monde dans les rues, pour m'habituer un peu. La première charrette à âne a dépassé et la première voiture à contresens dans un rond-point, ça a été un peu surprenant. Mais en fait, on s'y habitue assez vite. Et en général, la seule règle de conduite au Caire, c'est que celui qui est devant est prioritaire. Donc il peut parfaitement déboîter quand il l'entend. Quand je klaxonne au moment où je vais doubler, ça permet, par exemple là, ça permet de lui expliquer que je viens, que je vais le doubler, et donc qu'il ne faut pas déboîter. On arrive donc sur l'île de Zamalek, qui est une île assez chic, où est mon école. Et là, je vais appeler le gardien pour qu'il m'ouvre, pour que je puisse me garer. ياي أنا أدريان من دار كومبوني أنت موجود؟ أنا هوصل مع العربية دلوقتي ممكن؟ شكرا الله يخليك فكرة الفتوى لم تكن فكرة معروفة قبل الإسلام بمعنى الفتوى هي إجابة عن سؤال الفتوى. En ce moment, alors mon activité principale reste l'apprentissage de l'arabe. Ça, c'est le premier océan qui est devant moi, la langue arabe. Vous voyez, la langue française est une langue riche qui s'est développée sur un territoire finalement assez petit entre le XVIe siècle et le XXIe. La langue arabe s'est développée du Maroc à l'Irak sur 14 siècles. Évidemment, ça fait une langue infiniment plus riche. Le vocabulaire est énorme. Donc, c'est un apprentissage long, assez difficile, il faut toujours y revenir, un peu humiliant à vrai dire, parce qu'on progresse lentement. À côté de ça, j'essaie de me lancer déjà un peu dans la recherche en islamologie. J'ai un autre océan, vous voyez, j'ai l'océan de la langue arabe et l'océan de l'islam. Essayer de comprendre quelque chose à l'islam. J'aime pas trop les phrases qui commencent par « l'islam c'est ». À mon avis, la seule phrase qui vaille en la matière, c'est « l'islam c'est compliqué ». Parce que il n'y a pas un islam, il y a beaucoup de manières de vivre l'islam, à la fois dans l'histoire et dans la géographie. On voit l'islam est présent dans de très nombreux pays, il n'est pas vécu de la même manière. Au sein du même pays, il ne va pas être vécu de la même manière par différents groupes, différentes tendances, différentes écoles. Donc ça demande un peu d'étude, ce que je commence à faire ici, mais c'est là aussi un travail d'assez longue haleine. J'ai reçu il y a 2 ou 3 jours une lettre du frère Prakash qui relance à propos des journées romaines dominicaines de 2014. Vous savez que ces journées ont lieu tous les 4 ans, et rassemblant des frères et des sœurs qui travaillent dans les pays musulmans. Et lors de la dernière rencontre, il avait été décidé que la prochaine serait en Asie. Je crois qu'une maison comme la nôtre a pour fonction d'aider à la compréhension de l'islam sur le temps long. Je peux me dire, peut-être que je suis là depuis 1 an, peut-être que d'ici 5, 6, 7 ans,
je commencerai à y comprendre quelque chose. On me donne ce temps-là. Et ça, c'est une chance que très peu d'institutions peuvent avoir. Bon, dans l'Église, on se dit qu'on a le rythme des siècles, que peut-être cette maison aidera à rapprocher les croyants des différentes religions, les croyants chrétiens, les croyants musulmans. Et si ça les aide d'ici 50 ans, 100 ans, 2 siècles, ça aura servi à quelque chose. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, aux siècles des siècles. Amen. Alléluia. Moi, je me suis spécialisé en histoire de la grammaire arabe médiévale. En fait, ce que les Arabes appellent de la grammaire arabe, ça n'est pas ce que nous, on appelle de la grammaire arabe. En fait, quand eux font de la grammaire, ils font en fait de la philosophie de la langue, ils font de la philosophie de la grammaire. Ils ne répondent pas à la question de savoir comment on parle, ni même comment il faudrait parler. Ce n'est pas leur première préoccupation. Leur préoccupation, c'est pourquoi. Pourquoi on a un accusatif? Pourquoi on a un génitif? Pourquoi on a un singulier? Pourquoi on met un pluriel? Pourquoi est-ce que le singulier s'accorde le féminin pluriel, etc. Ce qui motive beaucoup les Arabes, c'est que comme le Coran est écrit en arabe et que Dieu parle en arabe dans le Coran, si on arrive à comprendre pourquoi la langue fonctionne comme ça, on a peut-être accès à l'intellect divin, c'est-à-dire comment Dieu pense. Les membres de l'Institut travaillent sur des sujets assez variés. L'actuel directeur de la bibliothèque fait une thèse sur un auteur mamelouk du XVe siècle. Un autre frère a travaillé la grammaire arabe, l'histoire de la grammaire arabe. L'un, Adrien, va travailler sur Ibn Taymiyya. Emilio Platti a travaillé sur les Arabes chrétiens. Mon prédécesseur comme directeur travaillait sur les sciences arabes. C'est assez varié, hein. L'idée, c'est d'être vraiment très bon dans un domaine qui permettent justement de créer une vraie relation avec un partenaire musulman qui se dit « Tiens, au fond, ces gens-là ont travaillé, ils savent de quoi ils parlent. » كم واحد هتعمل؟ كتير؟ 100؟ Ils vont faire 100 comme ça. Dans le vieux Caire fatimide, autour de la mosquée Al-Azhar, René Vincent et ses 2 assistants, Imad et Mohamed, font la tournée des librairies musulmanes pour enrichir, toujours et encore, le fond de la bibliothèque. Dans le monde arabe, les corporations sont regroupées. Si vous voulez du savon, vous allez là où il y a les marchands du savon. Si vous voulez des chemises de nuit, vous allez dans le quartier des chemises de nuit. Mais ici, c'est le quartier des livres. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Il faut fureter, hein, il faut vraiment chercher. Tout n'est pas franchement bon, mais on peut trouver des perles précieuses. Voilà, en cherchant.
Donc c'est une librairie dans laquelle je viens assez souvent parce que justement on y trouve des textes qui concernent notre bibliothèque. Mais j'avoue cette fois-ci, j'ai pas trouvé grand-chose. On va pas rester très longtemps. À vrai dire, quand nous sommes arrivés, le propriétaire nous a dit qu'en fait, il attend d'ici une semaine ou deux un arrivage d'Arabie Saoudite. Alors peut-être il faudra revenir pour voir un peu ce qu'il y aura. Voilà, mais bon, il faut être patient. Le Caire a toujours été un lieu de travail du livre depuis toujours. D'abord parce que le Caire est une place centrale dans la culture arabe. En plus, c'était un lieu de passage du Maghreb vers la Mecque pour le pèlerinage. Donc le Caire a toujours été un lieu où les savants se retrouvaient, se transmettaient les traditions, les livres, etc. Bon, ça c'était au Moyen-Âge. Et puis après, ici, pendant le XXe siècle, disons que jusque dans les années 70-80, il y a eu une activité éditoriale du patrimoine arabo-musulman énorme. أنا عندي جديد كتير. هو ده المصنف. أنا قلت هتيجي على المعرض بقى، لكن كده خلاص. الآن نبدأ المعرض. نبتدي المعرض الآن. معلش عشان الفرصة جميلة. Donc voilà, petite caverne d'Ali Baba avec plein de bouquins partout, comme vous avez pu voir. Mais bon, il n'y a rien d'indiqué, il faut vraiment faire attention, il faut scruter tout ce qui sort parce que ce qui est nouveau n'apparaît pas comme ça d'emblée, il faut vraiment fureter. Ce qui fait plaisir, c'est de trouver des titres anciens. Vous voyez, ça c'est de l'époque mamelouk, du 9e siècle de l'Hégire, 15e siècle de notre ère. Ça c'est une vie de Abdelghani el-Nabulsi. C'est un poète, donc avec sa vie et son œuvre. Ça, je ne suis pas sûr qu'on va le prendre parce que c'est vraiment très contemporain. Vous voyez, il faut que je fasse attention, ils veulent aussi que j'achète des tas de choses. كتاب الغليل. في طعمية، في فول، في بتنجان، في بيض، في سلطة، والجاتو جلاش بكريمة الفراولة الجمعة بيبقى تملي، بيبقى فيه صيام، ما بيبقاش فيه لحمة أو أي حاجة أو فراخ. بس هي في مشكلة بتبقى موجودة لما بتبقى ست مسؤولة عن راجل واحد، بتبقى يا دوبك بتبقى بتفهمه. هنا بيبقى 15 راجل، من الصعب ان انا افهمهم كلهم فبتبقى ساعات صعبة. الحمد لله تمام. صباح فابيان. الحمد لله ما عنديش اكل. والله كتير. باذنجان احسن. ايوه الاخ المفضل. لا بص، في كل واحد ليه حاجه معينه. يعني ممكن تتعاملي مع اب اكنه اخوكي، ممكن تتعاملي مع اب اكنه ابنك، ممكن تتعاملي مع اب اكنه ابوكي والدك. فبص كل واحد ليه ميزه معينه. لكن انا ما بحاولش بقدر من الامكان يكون في واحد مميز علشان ما بقاش مركزه عليه،
كلهم عندي مميزين. You're welcome. Tu es béni, Dieu notre Père. Tu écoutes la prière du pauvre et nous libères de toute inquiétude. Accorde-nous un cœur joyeux, prompt à te rendre grâce en tout temps, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Caire, c'est une ville extrêmement fatigante, c'est très bruyant, très pollué. Et si on n'a pas un havre de paix où on peut se retrouver, ça devient difficile. Quand les frères sont arrivés dans les années 30, c'était un morceau de sable, de désert. Et puis ils ont commencé à planter. Et aujourd'hui, on est au milieu d'une oasis verdoyante. Puis en fait, ici, c'est aussi une question de vie ou de mort, quoi. Il faut trouver des activités qui vident un peu le cerveau. Le jardinage, c'est parfait pour ça. Depuis une dizaine d'années, un peu moins, que j'ai pris la charge du jardin, je fais beaucoup visiter le jardin. Et les gens me demandent mais cette plante, elle s'appelle comment? Celle-là, elle s'appelle comment? Et j'en sais absolument rien. J'en savais absolument rien. Au fur et à mesure que moi, je me renseignais sur comment s'appelle telle plante, à quelle date on arrose celle-là ou quand est-ce qu'on récolte ça, je me suis dit, il y a de plus en plus d'informations que moi j'oublie et j'ai cherché un moyen de les mettre quelque part, que ce soit gardé en mémoire. Donc j'ai pensé à différentes solutions et avec mon grand frère, il m'a dit on va faire un wiki, ça sera plus simple. Il y a un des frères qui s'est moqué de moi, qui m'a dit en fait, tu fais du catalogage à la bibliothèque, tu sors dans le jardin, tu fais du catalogage de plantes. Oui, bon, c'est vrai. Voilà, j'aime apprendre et j'aime partager ce que j'apprends. Et finalement, les gens vont le voir et les connaissances sont partagées. C'est ça que j'aime bien en fait. J'imagine que de nombreuses personnes peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces religieux à étudier le monde arabe et l'islam et à acheter des livres que sur l'islam et des musulmans? En fait, j'ai envie de dire que si le monde musulman aujourd'hui a besoin, et le ressent très fortement, de réinterpréter leur tradition, nous, on n'est pas là pour les aider directement à travailler à l'interprétation, mais à faire quelque chose, un travail avant, un travail de défrichage, et puis ensuite l'interprétation et le sens que ça va avoir dans la constitution de la société, ça c'est eux qui le feront avec leur propre génie, avec leur foi et avec leur amour de leur culture et de leur société. À l'IDEO, Jean Druel supervise un projet ambitieux, essentiel, le projet des 200, financé par l'Union européenne. Il travaille avec une équipe de 4 chercheurs musulmans, dont une femme, Khadija, spécialiste de philosophie arabe. Les chercheurs recensent, classent, remettent dans leur contexte historique l'œuvre de 200 auteurs du patrimoine arabo-musulman. Un pas important pour renouveler l'approche des textes et éviter l'écueil d'une lecture fondamentaliste. أنا مهتمة جدا بمشروع المائتين لأن هو هيساعدني على رسم خريطة ذهنية للتراث الإسلامي وده هذا أمر في منتهى الأهمية بالنسبة لي
لأن التراث الإسلامي ممتد على مدى 14 قرن وعلى مدى جغرافي واسع فيعني يصعب أن يعني نهضمه في بحث أو بحثين أو حتى في رسالة دكتوراه فلذلك أن نستطيع أن نعمل أو أن أساهم في رسم خريطة للتراث بشكل أفقي فيساعد بعد ذلك على تحديد مناطق الاهتمام بشكل يعني مبني على أسس علمية وكذلك يساعد كثيرا في معرفة المؤثرات الخارجية في هذا التراث بإيجاد علاقات بين الأعمال المهتم بها وأعمال أخرى من خارج الحضارة الإسلامية. On s'est rendu compte que les étudiants ici ont un problème de lecture historique. Ils ont tendance à ignorer les contextes historiques dans lesquels les œuvres sont écrites. Ils ont devant eux 3 œuvres, ils vont les lire comme si elles avaient été écrites en même temps, dans le même contexte, par des gens qui se connaissent et qui dialoguent les uns avec les autres. Donc le projet des 200, c'est de dire on va aider les étudiants à avoir une approche historique et critique sur ces œuvres pour qu'ils arrêtent de les lire comme si c'était une espèce de tout dans laquelle toutes ces œuvres sont prises comme si elles discutaient entre elles dans tous les sens comme une seule œuvre, mais on va les resituer sur une ligne historique, chacune à son époque. À quoi ça sert de remettre comme ça ces œuvres dans leur contexte? Ça sert à les comprendre, tout simplement. On va prendre un exemple tout simple. Il y a un auteur qui est très polémique dans la culture arabe contemporaine, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Donc c'est un auteur extrêmement, parce qu'il est l'auteur de beaucoup de fatwas en particulier, etc., qui sont utilisés à tort et à travers par toutes sortes de personnes dans leur propre intérêt. Ils se posent une question, par exemple, est-ce qu'un musulman peut tuer un musulman? Alors ils vont sortir une fatwa d'Ibn Taymiyyah qui dit oui, on peut tuer un autre musulman. Génial, donc ils vont aller faire la guerre à d'autres musulmans. Ibn Taymiyyah, il écrit à quelle époque? Quelle est la question qui se pose à lui, précisément? Quand on se rend compte qu'il écrit à l'époque de l'invasion de Bagdad, quand les Mongols arrivent à Bagdad, envahissent Bagdad et ravagent la ville, gros problème. C'est-à-dire que les Mongols, certains se sont convertis à l'islam. Donc si on ne peut pas faire la guerre à un autre musulman. Mais là, ils sont en train de dévaster la ville. Alors Ibn Taymiyyah va dire, oui, on a le droit dans ce cas-là de faire la guerre à un autre musulman. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'utilise ça pour justifier la guerre sainte dans des pays musulmans, tout d'un coup, ça n'a plus aucun rapport. Et là, le contexte historique change complètement la nature de la fatwa elle-même. Cette mosquée est assez peu connue des circuits touristiques. On n'y croise jamais d'étrangers, on n'y croise jamais de touristes. En revanche, elle est très belle, elle est assez calme. C'est un des secrets étranges du Caire, c'est que souvent, alors que la rue est très bruyante, les mosquées sont calmes. Ce sont des lieux de paix où les gens aiment venir se poser, aiment venir lire, dormir, faire la sieste, discuter, pique-niquer parfois. Et c'est un lieu, moi j'aime bien venir lire assez tranquillement, lire plutôt des choses islamiques. Mon Coran, qui est bilingue, en arabe et en français, et l'autre est un tafsir, un commentaire coranique, une toute petite sourate du Coran par Ibn Taymiyyah. C'est un auteur du XIVe siècle qui est mort donc en 1328, donc un auteur ancien, et qui pourtant a encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais dans le monde musulman, un énorme succès. Il est notamment lu et apprécié par tout ce que l'islam compte de mouvements un peu extrémistes, djihadistes, salafistes, wahhabites, tous ces mouvements-là qui font un peu peur en Occident, qui apparaissent comme les plus fermés.
c'est quand même un auteur qui est beaucoup plus intelligent que beaucoup de ses lecteurs aujourd'hui, heureusement. Un auteur très subtil, très, très cultivé, qui a une connaissance des sources de l'islam considérable, mais qui apparaît comme un auteur très rigoriste. Et c'est sur lui que j'essaie de travailler, que j'essaie de comprendre, parce que je crois qu'il y a un véritable enjeu pour l'islam, pour comprendre l'islam aujourd'hui, de comprendre ces auteurs, y compris ces auteurs les plus rugueux, les plus difficiles, les plus inquiétants. Au premier abord, tout le monde pense que je suis musulman. Je suis barbu, je parle arabe, même pas très bien, mais en général on me demande si je suis syrien ou turc. Et je dis non, je suis français. Alors on me regarde, on me dit mais t'es musulman? Non, je suis chrétien. Ah bon? Mais les gens sont toujours très accueillants. Ils ne voient aucun problème à ce qu'un non-musulman vienne dans une mosquée. Il y a évidemment ceux qui viennent me dire mais tu veux que je te montre comment on prie? Alors je dis non, mais ça va, je prie à ma manière, merci. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de réaction d'hostilité ou d'incompréhension. On trouve normal qu'on puisse venir dans une mosquée. Les mosquées au Caire sont des lieux assez accueillants. Les gens aiment bien nous voir, aiment bien accueillir, aiment bien discuter. C'est un grand plaisir d'être ici, Jean-Jacques, Merci et de pour me la visite. retrouver avec votre communauté qui a une grande importance. Merci, ça nous encourage de nous dire ça. On aurait besoin dans ce monde faudrait où nous plus. vivons de trouver des Ouais. gens qui soient toujours prêts à travailler au service du dialogue pour le bien de l'humanité. Voilà. En tout cas, merci de la visite, ça nous fait toujours plaisir. Mes félicitations, Allez, mon nous cher allons ami, on procéder. va t'entrer. Merci. Voilà, tradition d'idéaux. Au Caire, dans la discrétion, les dominicains sont aussi des ponts entre les religions. Grâce à leur aide, le Vatican a pu renouer des relations avec Al-Azhar, l'une des grandes autorités spirituelles de l'islam. Jean-Jacques Pérenez connaît bien cette institution et entretient des liens d'amitié avec le grand imam Ahmed El-Tayeb. وعلى اعتبار ان الدومينيكان كانوا دايما الجسر بتاعنا للحوار مع المؤسسات في اوروبا هم اصدقاء الازهر ومكتبتهم وده السلام عليكم مع السلامه شكرا جزيلا معليش مساء الخير مع السلامه شكرا. Les Dominicains sont des hommes de dialogue et qui font des efforts, surtout pour réconcilier et rapprocher l'Égypte avec l'Europe. C'est notre porte envers l'Europe. Et ils rassemblent chez eux les maîtres qui viennent de partout en Europe. Ils accueillent les élèves, chercheurs, égyptiens surtout, français ou égyptiens surtout. Et surtout, leurs penseurs étaient modérés et objectifs envers l'islam. C'est pourquoi c'est eux qui savent bien réconcilier quand on a de malentendus dû à une raison ou une autre. Ils remplissent bien leur rôle. On avait l'impression, quand on arrivait en Égypte,
jusqu'à il y a, peut-être pas 4-5 ans, mais au moins, disons, jusqu'à il y a 10 ans, on avait l'impression d'arriver en prison. Quand on était dans l'avion, enfin moi j'avais cette impression, quand on rentrait en Égypte, que l'avion s'approchait du Caire, on a l'impression d'arriver en prison. C'est-à-dire qu'on savait que tout était surveillé, qu'il n'y avait pas de vie privée, qu'on n'avait pas accès, à l'époque il n'y avait pas encore Internet aussi facilement qu'aujourd'hui, on était coupé du monde, mais presque, c'est-à-dire on avait l'impression d'entrer en prison. C'est extrêmement frustrant. Mais on se disait, on ne voyait pas comment les gens supportaient ça, mais on se disait, avec humour, etc., ça va forcément péter, mais nous, on ne le verra pas de notre vivant. Et on l'a vu. Le soir du départ de Moubarak, nous étions évidemment devant la télévision, comme tous les Égyptiens, pour attendre de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et nous avons entendu d'ici même l'explosion de joie dans la ville, le bruit, les klaxons, les drapeaux. Et comme d'autres frères de la communauté, je suis évidemment allé à la place Tahrir, retrouver des amis égyptiens. Nous n'y allions pas les jours précédents parce que nous ne sommes pas égyptiens, ce n'est pas notre place de manifester. Mais là, évidemment, nous étions très très heureux de nous réjouir avec eux. C'était une fête extraordinaire. C'est quand même un peu une arrivée de la modernité dans la société égyptienne. Parce qu'au fond, on passe d'une problématique de la libération, qui était une problématique collective des années nassériennes et suivantes, libération du sous-développement, du colonialisme, etc., à une problématique de la liberté, qui est une question individuelle et du sujet individuel. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Mais évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Les gens commencent à voter, ils commencent à manifester, mais il est bien clair qu'il n'y a pas encore le niveau éducatif suffisant pour une vraie démocratie mûre. Peut-on d'ailleurs leur en donner l'exemple? Je n'en suis pas sûr. Donc il y a une culture arabe qui rencontre une modernité occidentale et qui doit trouver des réponses aux questions que la modernité pose à cette culture arabe. La question de la place de la religion notamment dans la société. Encore une fois, ce n'est pas à nous de donner des réponses. Enfin, ils ont à trouver, avec leur génie propre, moi j'y crois beaucoup, ils vont trouver. Mais alors il y a quelquefois des gros coups de violence, mais bon, en Europe, on n'a pas de leçons à donner aux peuples qui veulent se réveiller. Aujourd'hui, on ne peut pas être optimiste. On a derrière nous 30 ans d'islam politique qui a durci la personnalité de l'islam, et aussi on a derrière nous des réactions occidentales extrêmement dures. Mais je pense qu'on peut être confiant. Il faut être confiant parce qu'il faudra bien que les choses changent. Le monde musulman ne peut pas rester en permanence sur la défensive, et l'Occident ne peut pas non plus continuer à le considérer comme un ennemi. Donc il faudra bien un jour rétablir la relation. Donc optimiste, non, certainement pas. Confiant, oui, parce que je pense que si nous travaillons honnêtement des deux côtés, nous pourrons améliorer la situation.